Good afternoon. Bonjour, rebonjour. Je vous encourage tous et toutes à continuer à manger. Alors, le service du repas a pris un peu plus de temps que prévu. Alors, nous avons un autre panel. Entre autres, il y a un conférencier qui se joindra à nous de l'Europe. Alors, nous allons lancer notre programme cet après-midi. Nous aurons deux panélistes. Le premier, c'est un panel sur l'organisation, le changement culturel. Ce n'est pas vraiment le genre de discussion où on va dire « Ah, on a un problème cette année, donc nous allons devoir faire quelque chose. » Plutôt, le changement organisationnel prend beaucoup de temps. Mais je pense que ça tombe à point nommé parce que le gouvernement est maintenant concentré sur cette situation, étant donné ce qui s'est passé. Le gouvernement a mis sur pied une nouvelle direction responsable de conduite professionnelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre, pas seulement pour certaines organisations, mais pour plusieurs. Dr. Stephanie Van Linke de l'Université Queen's sera l'animatrice et je vais lui permettre de faire les présentations. Je voudrais vous rappeler que nous avons des microphones sur le plancher. J'espère que nous aurons du temps cette fois-ci pour une période de questions et de réponses. Donc, à la fin du panel, on vous invite à vous diriger vers un des microphones si vous avez une question à poser aux panélistes. À vous, Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie Van Latke de l'Université Queen's et je suis vraiment contente d'être la modératrice pour ce panel sur la culture organisationnelle. Hi everyone, my name is Stephanie Van Latke from Queen's University. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Van Hackley de l'Université Queen's et je suis également la directrice d'une organisation. J'ai le grand plaisir d'organiser ce panel. Nous avons d'excellents panélistes et je crois que nous arrivons à un moment où les signes sont prometteurs. Il y a un nouveau ministre de la Défense nationale. Il y a un peu de stabilité du côté du leadership au ministère de la Défense avec le général Wayne Eyre a été nommé chef de l'état-major et il y a une nouvelle organisation. Il y a aussi une nouvelle organisation menée par le général Carignan, qui est responsable du changement organisationnel et de la culture. Donc, nous avons vu des signes de changement et nous l'avons tous vu par le passé, c'est-à-dire une attention cyclique à l'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes. Et ensuite, la question prend moins de visibilité. Cette fois-ci, le fait que l'on se concentre davantage sur le changement organisationnel, peut-être que le cadre est un peu différent que les fois précédentes, mais de toute façon, on aura le temps de débattre de la question. Si les échanges vont se faire en anglais, vous êtes les bienvenus à poser vos questions en français. Steve a déjà mentionné qu'il y a 2 micros qui se retrouvent à droite et à gauche de la salle. Donc, n'hésitez vraiment pas quand on arrive à la période de questions pour poser vos questions en français. So I'll get started. Je vais donc me lancer avec les présentations des 3 panélistes à ma gauche. Il y a la Dr. Megan McKenzie, est une chercheure dans la loi internationale et la sécurité humaine. Elle est féministe universitaire qui s'intéresse à la culture militaire, mais aussi à la reconstruction. Elle a un nouveau volume qui sera publié bientôt, qui s'appelle Feminist Solutions for Ending War. Et je suis certaine de ne pas être la seule adepte de ce livre qui a été publié par Cambridge University. Et ensuite, à ma droite, il y a la Dr. Karen Davis, qui est une scientifique de la défense auprès de la Direction générale de recherche et analyse du personnel militaire. Et
La Dr Davis a publié sur la culture militaire, le genre et la diversité et a publié un article il y a de cela trois jours avec le Journal of Veteran and Military Health. Et aussi, j'ajouterais qu'au fil des ans, la Dr Davis a été une mentor incroyable, pas seulement pour moi, mais pour plusieurs universitaires qui se penchent sur ces questions. Donc, je vous remercie de votre leadership de longue date. Et parlant de culture militaire, et notamment pour ce qui est de votre contribution. Et aussi de l'Europe, il y a la Dr Marion Tomfort. Et la Dr Tomfort est une anthropologue qui fait énormément de travail sur le terrain avec les forces armées allemandes. Elle enseigne à des collèges des forces armées en Allemagne. Elle a écrit sur le maintien de la paix, la culture, les relations civiles et militaires et aussi l'Afghanistan. Donc, nous avons 3 expertes pour parler de la culture et aussi pour parler du changement organisationnel et la culture militaire. En préparant pour ce panel, nous avons eu un petit échange entre nous et nous avons décidé que nous voulions une discussion de style table ronde afin que ce soit le plus interactif possible. Alors, nous aurons cet échange pour environ 45 minutes, ce qui nous permettra d'avoir du temps pour les questions et réponses. Et la première question que j'ai pour les panélistes est la suivante, à savoir, quel message aimerions-nous que l'auditoire retienne, notamment par rapport au changement culturel? Ici au Canada, on est très concentré sur toute l'actualité que nous avons vue depuis le mois de février, notamment des nouvelles au sujet des Forces armées canadiennes, mais nous avons également avec nous une experte de l'Europe, ce qui nous permettra d'avoir un autre point de vue. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de la culture organisationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont vos messages clés pour l'auditoire pour ce qui est de mettre la table aujourd'hui? Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci Stéphanie et Steve de votre invitation. Merci Cara et tous les autres qui avaient participé à l'organisation de cet événement. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître que si nous sommes sur le territoire non cédé des traditionnels des peuples algonquins et Anishinaabe, j'ai pris quelques notes parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais je voudrais quand même ouvrir en disant... La première chose que je voudrais dire est optimiste. C'est pour dire que la façon dont on parle du changement culturel et le fait qu'on a vraiment besoin, la grande portée de ce besoin de changement organisationnel, il y a eu beaucoup de ripostes, de résistance par rapport au changement, non seulement au sein des Forces armées canadiennes, mais aussi au sein de d'autres forces. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les forces canadiennes, américaines et australiennes. De fait, je reviens de l'Australie. J'y ai vécu environ 10 ans. Cela vous donne un peu de contexte de ma recherche. Donc, il y a eu ce déni de longue date que la culture est un enjeu, malgré les faits que les victimes et les militants et militantes qui ont indiqué que c'est un problème. Par contre, on pensait que la culture, c'était vraiment un actif de l'organisation. C'était une culture que l'on devait honorer et protéger. Alors, nous savons que les minorités, les femmes, les personnes racialisées, les gays, lesbiennes, les queers et d'autres, et les autochtones, tous des membres, des communautés représentées dans les membres des Forces armées canadiennes, eh bien, nous avons quand même ce changement positif d'une certaine façon pour cadrer la méconduite, l'inconduite comme étant le problème de quelques personnes, plutôt que de parler du besoin de changement organisationnel et culturel. Je suis quelque peu optimiste quant à cette tendance, mais je pense que tout le monde ici peut être d'accord que le changement culturel est très important. Mais nous aurons tous et toutes
une définition différente. Le changement culturel est rarement défini. Et c'est inquiétant parce que dans ce sens-là, le changement culturel peut devenir une forme de rhétorique. Pour des années, notamment pour ce qui est de l'inconduite sexuelle, eh bien, je me suis penchée sur un projet, j'ai étudié l'inconduite sexuelle dans plusieurs pays plutôt, et c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup d'entrevues dans les médias. Cette recherche semble intéresser beaucoup les Canadiens et Canadiennes. Et depuis des décennies, chaque fois qu'il y avait un grand incident, il y avait un lancement de messages de zéro tolérance. Donc, on peut trouver toutes ces déclarations où on indique qu'il y aura une tolérance zéro, comme rhétorique. Et de fait, on peut voir le changement entre zéro tolérance, entre rien faire et finalement à ce changement culturel. Donc, pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut être davantage clair à savoir ce qu'est le changement culturel et pourquoi le changement culturel. Et la raison qui a mené ce changement, c'est le sexisme, le racisme, l'homophobie, l'abus de pouvoir. Alors, je crois que c'est important de ne pas déconnecter des discussions de changement culturel, de ne pas les aseptiser et il ne faut pas tenir pour acquis que le changement culturel et les discussions qui en découlent, eh bien, vous savez, pour certaines personnes, ils vont dire, ah, écoutez, il y aura quelques ateliers sur le leadership où il y aura certaines formes de changements culturels qui peuvent être déconnectés du sexisme et du racisme. Alors, je pense que s'il y a cette déconnexion, ce décalage, ça peut devenir une forme de rhétorique. Et voilà ma préoccupation la plus importante. Et par curiosité, quels sont les 3 pays que vous comparez? Je tiens pour acquis qu'il s'agit du Canada. Oui, de fait, le Canada, les États-Unis et l'Australie. Excellent. Et maintenant? Oui, excellente introduction, dit la Dr. Davis. Merci d'avoir expliqué ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Moi, j'ai vécu toutes ces expériences, y compris durant les années 90, avec ce qu'on appellerait maintenant des défis culturels au sein des Forces armées canadiennes, notamment les incidents en Somalie et le tribunal des droits de la personne en 1999 et ainsi de suite. Il y a beaucoup de travail que j'ai fait au cours des années. C'était d'abord l'introduction des femmes et plus récemment, étudier de façon plus large l'institution comme étant une institution qui est fondamentalement genrée. Je suis d'accord avec Megan, c'est que dans le contexte actuel, alors que l'on tente d'apporter des changements importants, lorsqu'on leur demande un engagement important de la part des leaderships, il y a un cadre beaucoup plus large et aussi une définition plus large de ce que l'on veut dire par le changement culturel et l'importance du sexe, la race et d'autres, et aussi les impacts de toutes ces relations sur la culture. Et encore une fois, le genre fait encore partie de cette analyse. Par contre, maintenant, l'analyse est la suivante. Comment pouvons-nous incorporer tous ces points de vue différents? Différentes personnes vont juger que la culture organisationnelle, c'est ceci, alors que d'autres vont penser que c'est cela. Alors, il y a plusieurs points de vue. Le défi que moi j'ai eu comme chercheur qui travaille au sein du ministère, suite à l'inconduite sexuelle et aussi par rapport au changement culturel, eh bien, c'est ceci. Comment pouvons-nous mesurer, évaluer la culture? Comment pouvons-nous savoir lorsqu'il y aura un changement? Parce que par le passé, on a tenu pour acquis qu'il y a eu des changements, mais ces changements avaient été apportés au début, il y avait eu des ressources, de la formation, ce genre de choses, mais il y a eu un discours, un récit au sein de l'institution qui faisait que l'on acceptait que le changement avait déjà eu lieu. Donc, lorsque l'on parle de l'inclusion et la diversité, et ainsi de suite, on en parlait, mais au bout de quelques années, on arrêtait d'y prêter attention et on se retrouvait devant les médias, encore une fois.
Cette fois-ci, il y a un effort concerté pour rassembler toutes ces questions. Donc, on a étudié la conduite sexuelle en 2015 et maintenant, nous cherchons à rassembler toutes les formes d'inconduite au sein des forces armées sous un chapeau afin que l'on puisse se comprendre. Ce que j'aimerais que les gens sachent au sujet de la culture, c'est que je crois encore que c'est une culture qui est fondamentalement fondée sur les genres. Et là, je ne parle pas des hommes et des femmes. Le genre, ce n'est pas une question de femmes. Je crois que c'est une culture fondée sur le genre de façon générale. Et il y a une reconnaissance, sinon un changement, à savoir que nous devons comprendre les intersections de la colonisation, les impacts sur des futurs Canadiens et des membres actifs. Une des choses que j'essaie de penser alors que l'on songe à la culture, il y a eu des projets par le passé qui étaient axés sur changer les personnes, s'assurer que les leaders comprenaient comment mener des équipes diversifiées. C'est encore important. Par contre, maintenant, pour comprendre la culture, comment mieux comprendre la dynamique, les relations, pas seulement entre les leaders et les gens, mais aussi entre les mécanismes institutionnels et les structures institutionnelles qui existent au sein des Forces armées canadiennes. Une des analogies que j'ai utilisées par le passé, c'est que vers l'an 2000, il y avait du travail qui avait été mené pour changer la culture, pour être davantage stratégique et créateur, notamment devant les nouvelles technologies. Un livre avait été publié aux États-Unis qui s'appelait Power to the Edge. C'était fondé sur la technologie, mais on contestait la notion que le pouvoir technologie était axé dans les administrations centrales, dans les organisations de sécurité, et qu'au plan organisationnel, ce pouvoir devait être dispersé. Alors, j'ai demandé aux gens comment est-ce que cela a un impact sur la culture lorsque l'on parle de structure, des institutions et des politiques. Comment pouvons-nous donner une voix aux forces marginalisées au sein de l'organisation? Et nous tentons, mais comment pouvons-nous donner une voix aux personnes plus marginalisées pour influencer la culture de notre organisation à l'avenir? Donc, c'est un changement au niveau de la réflexion, mais c'est un bien plus grand défi. Merci encore une fois, et vous avez mentionné des mécanismes institutionnels pour le changement. Nous y reviendrons dans un instant. C'est très important, mais tout d'abord, allons du côté de le docteur Tom Dodd. Yes, hello everyone, and thank you very much. Merci tout le monde, et merci Stéphanie et les autres de votre invitation. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Pour moi, c'est ce soir. I will turn into English now. Alors, je vais parler en anglais, mais je voulais quand même reconnaître les francophones également. Étant donné que je suis anthropologue, je voudrais vraiment souligner ce que mes collègues ont déjà dit. On doit définir non seulement le changement culturel, mais comme anthropologue culturel et le fait que je me penche sur le changement culturel, on doit d'abord définir la culture. Pour ma part, la culture, c'est une orientation, c'est un système qui influence. Ça ne détermine pas, mais ça influence comment on pense, comment on perçoit, comment on interagit les uns les autres. Cela définit comment nous vivons et comment nous passons à la pratique. Une collègue anthropologue a parlé de la culture non seulement comme un nom, mais comme un verbe également. Donc, la pratique de la culture, c'est vraiment à l'avant-plan de nos définitions du côté de l'anthropologie. Et bon, lorsque l'on veut instaurer un changement culturel, eh bien, je pense que pour la première étape, c'est que l'on doit tenir compte de la culture qu'on a au sein d'une organisation. Peut-être demander à des anthropologues de mener une recherche sur les normes, les valeurs, et notamment
aussi sur les pratiques culturelles, parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les changer. Et deuxième étape, ensuite, vous devez travailler avec les leaders, mais aussi pas seulement travailler en mode descendant, mais en ascendant également. Vous devez intégrer tous les niveaux de l'organisation afin de pouvoir obtenir un changement culturel durable. En d'autres mots, vous ne pouvez pas simplement demander au leadership d'instaurer un changement culturel en mode descendant, du haut vers le bas, c'est-à-dire que tout le monde doit être intégré. Il faut vraiment tenir compte de ce qui est pertinent au sein d'une organisation, quelles sont les pratiques qui font partie de la norme et comment est-ce que ces éléments ont un impact sur les personnes qui travaillent au sein d'une organisation et au sein de la société. Ma collègue revient de l'Australie. C'est intéressant de faire le suivi sur le rapport Narraton sur les crimes de guerre qui apparemment ont eu lieu et tout cela a été mené par les forces spéciales en Afghanistan. Et notre collègue Jessica Wolfentank des États-Unis évoque que la raison pour laquelle ces forces spéciales ont perpétué ces crimes de guerre sexistes, non seulement parce qu'il s'agissait de mauvaises personnes, mais parce que la société australienne dans son ensemble a un concept très défini de violence et de masculinité. Si vous voulez changer la culture militaire, vous devez tenir compte de la culture de l'ensemble de la société pour voir ce qui se passe. Et vous devez aussi voir quels sont les aspects sur lesquels vous pouvez vous pencher. Peut-être que vous pourriez même être avant-gardiste pour devenir Pour ma part, Stéphanie pose la question. Qu'est-ce que j'aimerais que l'auditoire sache? C'est d'avoir une définition claire de la culture et du changement culturel. Et qu'est-ce que c'est? Et aussi, je voudrais que tout le monde retienne que le changement culturel, c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Et c'est un engagement de longue date. Et au début, il y a beaucoup de critiques lorsque l'on veut mener ce genre de changement culturel. Donc, nous avons besoin d'un engagement à long terme et nous avons besoin du temps. Vous avez peut-être besoin de conseillers, de conseillères, peut-être des conseillers, conseillères en anthropologie, à savoir quel genre de culture vous avez sur le terrain, mais aussi, et vous avez besoin d'amis avec vous et des membres de votre organisation. Vous avez besoin de gens qui sont avec vous, qui sont convaincus que le changement culturel est nécessaire tout autant que vous. Et ces courtiers, finalement, de la culture doivent venir de tous les niveaux de l'organisation. Vous savez qu'au sein des forces armées, c'est une organisation très hiérarchique. Nous savons que c'est une organisation très hiérarchique, mais généralement, la façon dont les choses fonctionnent au sein des forces armées, c'est qu'on a une approche du haut vers le bas et on s'attend à ce que tout le monde suive les règles, suive les ordres. Mais avec le changement culturel, ça ne fonctionne pas si on veut un changement culturel durable au sein de votre organisation. Vous devez convaincre tous les niveaux. Et vous avez besoin de la participation de tout le monde. Parce que lorsque vous instaurez le changement culturel, et lorsque, par exemple, un changement culturel est lié à une crise,
il y a toujours une partie de la société qui est prête au changement, ouverte au changement. Et ensuite, il y a une autre tiers du groupe qui sont des témoins. Ils écoutent, vous prenez le temps. Et ensuite, vous avez le troisième tiers du groupe qui vont critiquer. Et ils veulent garder les choses toujours comme elles ont été et de moins conservatrices. Parfois, ils sont contre vous, donc vous devez travailler avec ces trois groupes. Mais le premier groupe réceptif au changement a besoin d'être... enfin, vous avez besoin de leur appui. Vous avez besoin que ce groupe travaille activement avec vous. À long terme, mettre en place des changements culturels et les maintenir à long terme est très difficile, exigeant. C'est empreint de défi. Au bout du compte, je pense que le résultat peut être très gratifiant, mais vous devez toujours assurer un suivi. Je vous parle sur la base de notre expérience parce que ici à Hamburg, en Allemagne, avec notre personnel, nous travaillons depuis 2 ans pour instaurer un changement culturel. Notre académie est trop conservatrice, nous le constatons, et la structure de notre académie n'est pas moderne. Nous sommes un peu modernes, mais pas assez. Pendant la pandémie, nous avons vu que nous devions numériser nos activités le plus vite possible. La pandémie, en fait, nous a aidés à apporter certains changements dans notre organisation, dans la façon dont nous avons travaillé les uns avec les autres. Mais cela ne suffit pas, il faut continuer. Il y a toujours des personnes qui résistent, qui sont contre, qui se sentent menacées par le changement. Ils sont plus à l'aise de rester tels qu'ils sont, de maintenir les choses telles qu'elles ont toujours été. Si vous pensez à la culture comme un système d'orientation, et que l'on prend conscience du fait que la culture est socialisée, en fait, d'une génération à l'autre, on comprend qu'il est très difficile, à cause de cela, d'effectuer de la recherche sur la culture. En tant qu'anthropologue, nous nous rendons toujours sur le terrain pendant de très longues périodes, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on ne peut pas tout simplement effectuer de la recherche sur la culture en distribuant des sondages. Il faut appliquer une méthode d'observation participative afin de voir quelles valeurs, quelles pratiques les gens adoptent, parce que cette culture a été socialisée chez eux depuis leur naissance. Ils ont été influencés par leur contexte social depuis très longtemps. Et lorsque nous parlons de culture, nous parlons de notre socialisation primaire, qui est une socialisation que nous connaissons par nos parents, par nos proches, par le système scolaire. Et puis, il y a la deuxième forme de socialisation, la forme secondaire, qui est celle que nous recevons par les militaires, si nous sommes dans l'univers militaire. Et il faut un certain temps pour s'adapter à cette culture militaire. Quand je parle à mes étudiants qui sont tous officiers, ils me disent que la socialisation militaire, pour eux, ou avoir appris la façon dont la culture militaire fonctionne, n'arrête jamais. Même s'ils font partie des forces militaires depuis de nombreuses années, même plus de 10, ils disent qu'ils continuent toujours d'apprendre sur la culture militaire, sur l'organisation militaire. Et cela influence évidemment leur façon d'agir, leur comportement. Et pour changer cette socialisation que connaissent les gens,
non seulement lorsqu'ils sont avec leur groupe principal, avec leur famille, avec leurs parents, leurs proches, leurs amis, mais aussi dans leur contexte militaire. Pour changer la socialisation, il faut du temps et beaucoup de travail. Il faut également beaucoup de pouvoir de persuasion, en fait, pour délaisser les anciennes habitudes. Parce que changer la culture peut remettre en question l'identité, en fait, des gens. Parce que la culture et l'identité vont main dans la main. Si nous disons à quelqu'un, vous devez changer votre culture, votre comportement social, cela signifie qu'il faut changer l'identité. Cela peut être très menaçant. Il faut donc être très convaincant en tant que leader, en tant qu'organisation, lorsque vous voulez opérer un changement culturel. Vous devez avoir de très bonnes raisons de le faire. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci de ces très bons commentaires. Il faut effectivement être très convaincant dans un environnement empreint d'incertitude. Cette incertitude est très difficile à gérer pour les membres de l'organisation parce qu'il y a des signaux de changement à court terme et une vision qui est énoncée par des dirigeants, mais nous savons aussi que c'est un projet à long terme. Il y a une tension entre ce qu'il faut faire à court terme et cette impatience que nous éprouvons à adopter une nouvelle politique, à les mettre en place, mais savoir que c'est un effort à long terme, avec des gains à long terme, où tout le monde doit se laisser convaincre et pas uniquement le sommet vers le bas, mais aussi le bas vers le sommet. Donc, pour l'auditoire, on comprend bien l'importance des définitions de l'identité culturelle dans l'optique de changement culturel chez les militaires. Il y a aussi cette notion voulant que les militaires sont aux prises avec des problèmes d'inconduite sexuelle en lien avec la culture des militaires et du fait que c'est très différent du reste de la société. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Une carrière militaire est unique et l'institution militaire, dans un contexte social, l'institution militaire, toutefois, fonctionne dans un contexte social. Alors maintenant que nous avons défini le débat, il faut voir comment les changements peuvent survenir, reconnaissant qu'il y a de nombreuses difficultés, reconnaissant que cela demande des changements à court terme et un engagement à long terme. Quels sont les mécanismes et les stratégies favorisant le changement culturel? Sont-elles uniques aux militaires ou pouvons-nous nous inspirer d'autres contextes institutionnels pour nous orienter? J'essaierai d'être brève parce que je veux vraiment entendre certaines des questions que le public pourrait avoir. Un des mécanismes de changement culturel qui est inconfortable est de retirer du pouvoir à ceux qui ont occupé des postes de leadership pendant une période de dysfonctionnement culturel. J'ai beaucoup aimé les commentaires de Maren qui dit qu'on ne peut pas changer une culture que nous ne comprenons pas. Nous essayons toujours de comprendre le dysfonctionnement culturel, non seulement chez les militaires, mais ailleurs. Les leaders sont rarement équipés pour mettre en place des changements culturels parce qu'ils sont à la tête d'institutions dysfonctionnelles. Ce qui ne signifie pas que chaque dirigeant, chaque leader aux Forces armées canadiennes soit un leader problématique, mais cela signifie que les leaders en poste répètent le problème ou sont complices du problème, ont fermé l'œil par rapport au problème ou ne l'ont pas bien compris. Et c'est une position inconfortable, c'est une réalité inconfortable. Problématique pour les militaires, puisque c'est une institution hiérarchique, et donc enlever du pouvoir à ceux qui l'ont
n'est pas l'option la plus plausible pour favoriser le changement culturel dans une structure militaire. Dans le secteur universitaire, parfois, quand on enseigne, on amène les étudiants à diriger la discussion, à prendre la relève du professeur, à poser des questions, parce qu'ils sont les mieux placés pour poser des questions et nous dire ce qu'ils ne savent pas, de quoi ils ont besoin de savoir. Et pour, par exemple, des féministes, notamment des féministes noires, nous savons qu'il faut leur parler pour comprendre les enjeux. Et donc, en utilisant cet argument, je dirais que ceux qui subissent une culture négative sont les mieux placés pour opérer le changement culturel. Et en fait, le dernier panel m'a vraiment inspiré. Pour comprendre l'islamophobie, nous avons dit qu'il faut parler à ceux qui subissent le racisme tous les jours. Donc les mécanismes de changement culturel ne peuvent pas ressembler à des présentations PowerPoint pour les leaders militaires, ce qui est ma plus grande crainte, en fait, que ça se fasse ainsi. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, en ce sens que je pense qu'il y a vraiment un problème bien particulier au niveau du changement culturel de l'institution militaire. Oui. Je suis d'accord avec vous. J'espère que le résultat de tout ceci ne sera pas une autre présentation PowerPoint aux leaders militaires. Pour revenir à ma notion de pouvoir vers les marginalisés est cruciale, en fait. Les personnes marginalisées, les personnes que l'on dit touchées au ministère de la Défense sont extrêmement importantes. Et les leaders, évidemment, le leadership, on ne peut pas se passer du leadership, mais l'approche ne peut pas venir que du sommet de l'institution militaire. Plusieurs des mécanismes sont similaires à ceux en cours dans toutes sortes d'organisations, c'est-à-dire il faut des champions du leadership, il faut un engagement à l'égard du succès, il faut une vision partagée avec l'organisation, des ressources pour opérer les changements. Ce sont là autant d'ingrédients importants qui relèvent des leaders. Là où les choses sont différentes aux forces armées, et cela rejoint ce que d'autres ont écrit dans d'autres contextes depuis plusieurs décennies, c'est le cœur et l'esprit des membres. C'est-à-dire que c'est une organisation qui fait partie de la société canadienne. Nous faisons de la recherche qualitative pour mieux comprendre la culture. Il y a une véritable impatience dans l'organisation pour parvenir à comprendre la culture parce que les pressions pour la changer sont tellement grandes. Mais lorsque nous parlons aux militaires de ce qui leur arrive dans l'organisation, enfin aux employés, nous nous rendons bien compte que si nous ne captons pas leur cœur ou leur esprit, la culture va changer. Les gens s'adapteront aux pressions de changement, mais trouveront leur propre adaptation. S'ils ne peuvent influencer eux-mêmes le changement, s'ils ne peuvent pas être mobilisés de façon positive. Un autre mécanisme important en contexte militaire, c'est qu'on a la doctrine, on crée cette identité par tous ces documents et par cette socialisation, comme Marion l'a relevé, de façon différente des organismes civils. Alors que nous cherchons à mettre à jour les politiques doctrinales, les soldats nous disent, eh bien, nous, les normes que l'on nous impose sont plus élevées que ceux de la société canadienne. Et je dis non. Et ils doivent respecter les mêmes normes que doivent respecter tous les Canadiens. Mais on leur demande de le faire dans des circonstances très uniques et très difficiles à certains moments. Cette notion de ne pas reconnaître que les forces armées sont une institution militaire, une institution placée sur un piédestal, ça est différent. Donc, la dernière chose que je dirais quant au mécanisme de changement et ce pouvoir des voix et d'accéder aux voix, depuis la mise en place de la loi sur l'équité en emploi dans les années 90, on exige des organismes, vous le savez sans doute, qu'ils mettent en place des mécanismes permettant d'être à l'écoute des membres
affecter des organismes. Donc, on a des groupes d'accès à l'équité spécifiquement désignés. On a élargi la portée de cela. J'ai fait partie d'un de ces groupes consultatifs il y a des années. Nous n'avions aucun pouvoir et aucune voix au chapitre. Mais aujourd'hui, ces groupes ont pris de l'expansion. Nous avons l'équipe de défense et l'organisme consultatif pour la fierté, par exemple. Il y a d'autres groupes qui vont augmenter les voix et ils sont entendus par la haute direction, par le leadership. Et maintenant, utiliser ce mécanisme devient un défi. C'est-à-dire comment travailler avec le groupe consultatif ou les groupes consultatifs sans les surcharger. Ils représentent une très petite portion de l'organisation et maintenant nous leur demandons de faire beaucoup plus qu'auparavant. Et donc, comment donner à ces voix marginalisées non seulement l'espace pour se faire entendre, mais les ressources pour être entendues efficacement dans le contexte de leur capacité actuelle. Je m'arrête là. Très intéressant. Ce que vous avez dit me fait penser que une des façons dont les militaires sont uniques, c'est au niveau des leviers de contrôle que les forces armées ont sur leurs membres dans les différentes étapes de la vie militaire, du recrutement, de la formation, des promotions, etc. Je pense que les forces armées ont des spécificités bien particulières comparées à d'autres organisations. Ici, le changement culturel passe par toutes ces étapes qui constituent l'expérience militaire, du recrutement jusqu'à la retraite. On pourra mieux espérer réussir à long terme. Dr. Tomford. Merci. Je voudrais commencer par un exemple. Quand j'ai commencé à travailler pour les militaires allemands pour le Bundeswehr en 2003, j'ai rencontré un officier allemand. C'était tôt le matin. Il buvait son café. J'étais un peu surprise par la façon dont il buvait son café. Sa tasse montrait une image de femme nue. Alors, il était en train de boire son café avec cette tasse, avec une image de femme nue. Et moi, j'étais complètement offensée. C'était en 2003. Quand j'ai fait des recherches sur les forces armées dans les Balkans et en Afghanistan, parfois j'entrais dans les bureaux de soldats ou j'entrais dans les baraques ou au quartier général. Et parfois j'entrais dans un bureau et je constatais que les gens étaient en train de regarder des films pornographiques. Cela semblait être tout à fait normal. Regarder ces films, avoir une femme nue sur sa tasse de café, faire des blagues au sujet des femmes et d'autres groupes minoritaires. J'étais très étonnée par ce genre de comportement. Et ce qui m'a le plus préoccupée, c'est que les leaders n'en disaient rien, n'en faisaient rien. Peut-être qu'ils changeaient un peu leur attitude quand j'étais là, mais pas vraiment. Les leaders n'ont pas arrêté ces comportements. Donc là, plusieurs années plus tard, par rapport à 2003, les militaires allemands, le ministère de la Défense sont beaucoup intervenus pour arrêter ce genre de situation, même si les chefs militaires n'ont pas empêché de faire les soldats n'ont pas empêché les soldats de faire ce qu'ils faisaient et qu'il y a eu de la violence psychologique à l'égard des femmes, etc. Ils n'ont pas fait grand-chose, ne sont pas intervenus, mais tranquillement, au fil des ans, nous avons pris conscience du fait que quelque chose dans les forces armées militaires devait changer. En 2014, nous avons eu une grande conférence à notre académie, qui est l'académie où nous formons nos officiers de haut niveau. Donc, ils viennent à l'académie pour suivre des cours destinés aux officiers. Une fois qu'ils ont terminé leur test de maîtrise, une fois qu'ils ont accumulé un certain nombre d'années d'expérience, non seulement en Allemagne, mais dans les théâtres de mission. Were attending, and the main topic of the conference was. Et le même but de la conférence, c'était les femmes aux militaires.
Et nous avions invité environ 100 femmes de toutes les parties de l'Allemagne, de tous les niveaux et de plusieurs sous-organisations. Nous leur avons demandé de s'exprimer. Et bien sûr, c'était une grande conférence et plusieurs femmes n'osaient pas vraiment prendre la parole et raconter leurs histoires. Mais il y avait d'autres femmes aussi qui ont raconté ces histoires. Et c'était facile d'être intégré lorsque on est en quelque part. Votre emploi est difference between a normal office job and a military office job is that you're wearing uniform. But then when you're part of a combat unit and you're a woman in this combat unit, things seem to be very different, and women had to put up with lots of things, and they finally dared to speak up. And I think that was a changing point, more or less, that they really dared to speak out in public and to name the problems that there were. And the military, finally, the MOD and also military leadership said, okay, in order to integrate women better into the military and to fight against this misconduct that we apparently have in our organization as well, is to increase the numbers and to smaller the minority in order to have more people from this minority group, and to show people that women are an integral part of the Bundeswehr, of the military organization, and also of the military culture. And when I talk to officers or other soldiers nowadays, they say, well, we've been to Afghanistan together, women and men, and we've seen that what women can actually do in the military. And I think many people have critically thought about the prejudices they once had against women in uniform, and especially women in combat units. It was quite interesting. In 2004, 2005, I talked to officers in Bosnia-Herzegovina, German officers, and they said, des officiers, on a dit que les femmes dans le militaire, ce n'est pas acceptable. Et je m'apprête à quitter l'organisation à cause de cela, parce que lorsque les femmes feront partie de toute l'organisation, ce ne sera plus mon organisation. Alors, ils étaient vraiment offensés du fait que les femmes pouvaient servir dans toutes les sections de l'organisation. Et aussi, en raison de l'expérience dans des théâtres de mission, la plus jeune génération a des opinions différentes. Je ne veux pas dire que l'inconduite sexuelle n'a plus lieu au sein de notre service militaire, mais je pense que la plus jeune génération a changé d'une certaine façon. Et ce que le ministère de la Défense a commencé, c'est un programme de counseling pour les leaders en haut de la hiérarchie. Pour eux, donc, c'est une exigence d'assister à ces formations, à ces cours, et c'est à cet endroit qu'ils apprennent à comment mener des groupes diversifiés, y compris des femmes, et aussi comment mener une équipe de façon très respectueuse, et aussi comment mener une lutte contre l'inconduite sexuelle ou la discrimination contre les minorités. Et ça, c'est vraiment nouveau pour les forces armées allemandes, parce que de façon générale, le leadership en haut de la hiérarchie était au-dessus de tout. Donc, on a une organisation très hiérarchique, et plus on est élevé dans la hiérarchie, moins on avait à apprendre. C'est ce qu'on pensait par le passé. Et le fait que vous êtes devenu un leader en haut de la hiérarchie, ça prouve que vous avez suffisamment de talent et d'expérience et que vous n'avez pas besoin de d'autres formations. Mais maintenant, l'idée de façon générale a changé. C'est-à-dire que oui, ces leaders ont besoin de counseling, ils doivent participer à des formations spéciales, notamment pour ce qui est des nouveaux défis au sein de l'organisation.
notamment lorsque l'on doit composer avec la diversité au niveau des genres et d'autres minorités également. Je crois que c'est très important de travailler avec les leaders parce que par le passé, les femmes ne faisaient pas des unités de combat. Et je crois que c'est plutôt typique pour le militaire de ne pas facilement accepter le risque. Les leaders en haut de la hiérarchie essaient d'éviter de faire des erreurs. Ils ne sont pas très braves. Il manque l'audacité de faire des erreurs. Je pense qu'on doit les apprendre à s'ouvrir, d'être prêts à faire des erreurs parce que parfois, il faut prendre des détours et souvent, ces détours, c'est ce qui amène un changement culturel au sein de l'organisation. Et c'est une étape vraiment importante pour nous au sein des forces armées allemandes. Oui, c'est très intéressant. Nous avons tendance à beaucoup entendre parler des États-Unis, de l'Australie et aussi les pays nordiques. Le fait d'avoir l'Allemagne représentée ici, c'est très utile. J'aimerais peut-être aller à la période de questions et réponses parce que le temps file. Je voudrais donner une chance aux membres de l'auditoire de poser une question. Alors, que vous soyez dans la salle, vous pouvez utiliser les microphones ou encore, si vous êtes en ligne, vous pouvez envoyer vos questions en mode virtuel. Y a-t-il des questions? Et en ligne, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser des questions. Oui, de fait, il y a quelqu'un au microphone ici dans la salle. Présentez-vous. Bonjour. Je m'appelle Erin. J'ai une question. Parfois, il y a eu des critiques lorsque l'on tente de changer une culture qui fait fi des systèmes et du pouvoir. Lorsque vous avez parlé du problème de définir la culture, que ça peut dire un peu de tout et un peu de rien, quels sont les problèmes potentiels que l'on peut constater lorsque l'on est confronté à plusieurs problèmes de conduite, et notamment lorsque l'on examine simplement d'un point de vue de changement culturel. Ah, merci de votre question. Pour vous donner un peu de contexte, j'étudie toute cette question d'inconduite sexuelle principalement parce que j'ai travaillé avec des femmes récemment qui ont été intégrées dans des unités de combat. Dans un des projets de recherche, j'ai travaillé avec la première cohorte de femmes qui ont été intégrées dans une unité de combat aux États-Unis. Alors, j'ai suivi la première diplômée d'une de ces classes et de fait plusieurs femmes de cette cohorte. Et toutes ces femmes ont été agressées, ont été témoins à des agressions ou ont entendu parler de quelqu'un qui s'est fait agresser. J'ai aussi mené une recherche pour examiner les obstacles, les défis, pour se pencher sur le suicide au sein des forces armées. Pourquoi est-ce que les membres ne demandent pas d'aide de ce côté-là? Et tel que Erin a mentionné, dans le contexte australien, il y a eu des allégations de crimes de guerre. Et certains des obstacles que j'ai relevés à partir de tous ces cas, eh bien, premièrement, c'est vraiment la réaction au changement culturel. Ce que j'ai appris du contexte américain, c'est que je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui pensaient qu'intégrer les femmes dans des unités de combat, ce serait vraiment une situation complètement différente. Mais pour plusieurs personnes, ça a ouvert des portes et c'était un changement de politique très important. Pour plusieurs membres des forces armées, les femmes, il y a eu des coups durs. Certaines personnes disent peut-être que il y a un meilleur environnement pour signaler des situations, mais il y a encore d'autres membres actifs qui disent que la culture, ça a été vraiment d'une résistance. Et de fait, il y avait
il y avait un encouragement de misogynie qui aurait pu avoir un impact sur les forces de la défense. Donc, je pense que lorsque l'on pense au changement culturel, quels sont les effets de riposte, de résistance face aux personnes qui sont en poste? Lorsque l'on veut intégrer plus de femmes pour régler le problème d'inconduite sexuelle, c'est une politique qui a été proposée de certaines façons. Et les personnes qui sont déjà vulnérables se sentent encore plus vulnérables pour régler le problème. Je trouve donc que c'est un problème dont on devrait être conscient. Autre exemple associé à cela, en Australie, lorsque les femmes ont été intégrées dans les unités de combat, on a pris une décision, stratégie, qu'il n'y aurait pas de couverture médiatique de ces premières femmes, parce qu'ils ont appris de la Nouvelle-Zélande que ces femmes ont été victimes de tellement de harcèlement que, de fait, ça les protégerait de ne pas avoir de couverture médiatique. Donc, on ne pouvait pas célébrer leur participation. Ce sont toutes des discussions que nous devons avoir en tandem avec ces efforts rapides face au changement culturel. Oui, j'aimerais préciser la question. C'est-à-dire, vous me demandez quels sont les obstacles au changement culturel. Bien sûr, les défis associés au genre ont très certainement été des obstacles par le passé. Et le fait de demander aux gens qui sont touchés de faire le travail, c'est problématique. Et c'est là qu'on pose la question, comment pouvons-nous établir des ressources afin que les obstacles que nous voyons dans les groupes marginalisés, leur vécu, c'est vraiment ce qui nous indique ce que l'on doit changer. Donc, tenter de faciliter ce changement sans comprendre ces expériences vécues et comment elles peuvent contribuer au changement. C'est difficile de ne pas le faire. Mais l'autre chose que je juge être un obstacle au changement, du moins c'est ce que j'ai vu depuis plusieurs décennies, c'est l'hypothèse que le changement a eu lieu. On parle, par exemple, à court terme, lorsqu'il y aura beaucoup d'activités, le discours, le narratif, le langage va changer et les gens vont dire toutes les bonnes choses. Je vous donne un exemple. Je me souviens qu'à la fin des 1990, dans la cafétéria de l'administration centrale de la Défense nationale, on m'a accusé très clairement d'être féministe parce que je révélais des choses au sujet du traitement des femmes au sein des forces armées. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes à la Défense nationale qui s'identifient comme étant des féministes. Donc, le discours a très certainement changé. Cela étant dit, ce que j'ai constaté par le passé, c'est que le discours change et on commence à en parler et on voit le comportement qui commence à changer et les psychologues vont dire si vous changez le comportement, alors le changement culturel s'en suivra. Je le constate parce que bon, on finit par avoir les comportements de rectitude politique lorsque c'est bien de le faire. Mais aujourd'hui, nous avons de la difficulté par rapport au changement culturel. On parle d'alignement culturel et l'alignement culturel pour adopter les valeurs de l'organisation. Et on dit que ce n'est insuffisant. Il faut qu'il y ait un alignement culturel avec les valeurs canadiennes. Donc, on doit continuellement s'adapter par rapport à ce qui se passe dans la société canadienne, plutôt que de toujours être en mode rattrapage. Donc, tenir pour acquis qu'on est rendu là, c'est un obstacle, parce que c'est un défi qui est continu et c'est un cheminement infini de tenter de s'adapter. Oui. Oui, de fait, la mission n'est jamais accomplie, effectivement. Oui. Je peux souligner que plus tôt, j'ai dit que le changement culturel, ça prend du temps. Et on ne peut pas définir quand ce sera la fin.
je ne peux que appuyer ce qu'ont dit mes collègues auparavant. Je pense qu'un autre obstacle, c'est que le changement doit avoir lieu. Les gens pensent que tout va bien, on a changé de façon suffisante. Oh, nous avons notre curriculum, nous avons nos doctrines et ça nous pointe vers la bonne direction, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe sur le terrain ou comment les gens se comportent. Ce que je vois en Allemagne et au sein de nos forces armées, notamment pour les femmes, surtout pour les femmes, certaines n'osent pas en parler. Et certaines personnes vont dire, mais nous avons un certain pourcentage de femmes au sein des forces armées et nous traitons les femmes de façon respectueuse, mais ces personnes ne tiennent pas compte du fait que l'inconduite sexuelle a toujours lieu. De notre côté, les femmes n'osent pas parler de ces sujets. Ils préfèrent parler de ces problèmes dans des plus petits groupes avec leurs pairs. Donc, le leadership pense que tout va bien, alors que lorsque vous parlez aux gens en tant que tels, et nous en avons parlé plus tôt, la situation est différente et ça nous laisse voir que nous avons besoin de continuer ce travail. Donc, le changement culturel, il n'y a pas de fin, c'est jamais fini. Lorsque les gens veulent que ce soit durable, c'est un projet de longue haleine. Parfois, ce projet change d'orientation où il y a des nouveaux sujets qui s'y grefferaient, mais nous devons nous assurer que ce travail continue de façon ouverte. Sinon, nous allons essuyer un échec au final. Voilà ce que j'avais à contribuer. Merci beaucoup. Il y a une autre question dans la salle et ensuite il y a une question en ligne. Je vous propose qu'on accepte les deux questions et ensuite nous aurons plutôt une dernière ronde. Alors, une question en ligne et la voici. Comment une organisation peut-elle accepter et protéger les agents de changement? Alors, encore une fois, comment l'organisation peut-elle protéger les agents de changement? Autre question. J'ai une question au sujet du changement culturel en lien avec la santé mentale. Dans un contexte militaire, c'est compliqué parce que lorsque l'on parle de recrutement ou de personnes qui sont déjà actives au sein des forces armées, eh bien, si quelqu'un a un trouble de santé mentale, potentiellement, ils ne sont peut-être pas acceptables pour l'organisation ou pour une situation de combat. Ou encore, certaines personnes pensent que tous les troubles de santé mentale devraient faire partie d'un tout. Bon, vous avez étudié le Canada et d'autres régions. Alors, comment peut-on encourager nos leaders à adopter une perspective, un point de vue plus équilibré quant à la santé mentale et comment peut-on appuyer les personnes qui sont dans les forces armées et ceux qui tentent de se joindre aux forces armées, de parler des défis auxquels ils sont confrontés et aussi pour leur dire qu'il y a un espace pour ce genre de discussion. Alors, nous allons faire une petite tournée et sentez-vous bien à l'aise de parler, de répondre plutôt à une ou deux questions. Merci de deux questions. Ce sera très rapide pour ma part. Pour ce qui est de la question en ligne, je pense que la façon la plus facile de protéger les agents de changement, c'est de les autonomiser. C'est très difficile de les autonomiser si ces personnes n'ont pas de pouvoir ni les ressources. Ensuite, la question par rapport à la santé mentale, eh bien, elle est très importante. Vous avez raison. Le fait d'examiner la capacité d'être déployé, ça fait en sorte que c'est difficile pour les membres des forces armées d'être honnêtes. Ce n'est pas dans leur intérêt de carrière d'en parler. Ça peut vraiment
aller à l'encontre de leurs espoirs de carrière, et notamment dans les communautés de forces spéciales. Il y a énormément de compétition entre les forces spéciales pour ce qui est de la capacité d'être déployées et aussi de notre état physique de façon générale. Donc, divulguer des enjeux de santé mentale, on dirait que le système est organisé pour que ce soit un aspect négatif. Nous comprenons toujours certains des défis de santé mentale. Je pense que nous avons cette hypothèse, notamment lorsque l'on parle de suicide militaire, que le suicide s'est associé à l'exposition au traumatisme et au combat. On sait que ce lien est peu solide. On sait que souvent, les troubles ne sont pas associés au déploiement, mais à d'autres choses, par exemple la toxicomanie, la dépendance. On sait également les impacts à long terme pour la santé mentale de l'inconduite sexuelle. Pour ma part, je pense qu'il faut d'abord qu'il faut en parler. Oui, ce sont de grands défis. Je reviens à l'expérience de Roméo Dallaire et comment ça a au moins commencé à changer le discours et la reconnaissance au sein des forces canadiennes que c'était plus ou moins acceptable d'en parler. Mais j'aimerais vraiment dire oui, d'accueillir favorablement et protéger les agents de changement, oui, faire sa partie du système de récompense, en faire un critère utilisé pour évaluer les gens pour les promotions et les occasions qui se présentent à eux. Alors, on veut vraiment qu'on puisse dire que les éléments qu'on valorise du côté du changement culturel, qu'on donne une sensibilisation là-dessus, une formation là-dessus, et ensuite que ça fait partie des critères qu'on emploie pour évaluer les promotions et les autres possibilités pour eux. Alors j'aimerais ajouter par rapport aux agents de culture, je crois qu'il est important de les récompenser pour le bon travail qu'ils font. Mais j'aimerais aussi parler du tiers des personnes qui sont contre le changement culturel. Je crois que l'organisation, même les leaders, doivent avoir le courage de risquer de perdre ces membres de l'organisation. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas se laisser convaincre que le changement culturel est nécessaire et qu'il faut changer nos façons de percevoir, d'interagir avec les femmes et les personnes d'origine diverse. Alors peut-être qu'ils auront à quitter l'organisation, mais il faut vraiment qu'ils comprennent nos normes, vos valeurs, et les gens dans l'organisation qui ont des valeurs et d'autres normes qui n'y correspondent pas, qu'on leur permet de quitter l'organisation et qu'on empêche aussi ces gens de se joindre à l'organisation. Donc il faut vraiment lutter pour nos normes et nos valeurs de façon à s'assurer que tout le monde va se comporter en conséquence. Autrement, on ne pourra pas avoir un changement culturel à long terme. Alors, merci beaucoup. Je vois que Steve me regarde. Je suis en train d'arriver à la conclusion de cette séance. Ça a été très intéressant pour moi de vous écouter. Et ça m'encourage d'envoyer un message à l'effet que plus de recherche est nécessaire. Alors on dit qu'on ne peut pas changer
quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Moi, je suis co-directrice du Node du personnel militaire, alors je dois lancer un appel pour plus de recherche de la part des étudiants des cycles supérieurs et des professeurs. Une chose qui a bien facilité la recherche, c'est d'avoir une co-directrice qui est au service de l'état-major qui nous a aidés. Et ce qui a pu être fait grâce au RCDS, c'est que quand on commence à faire des recherches dans le secteur universitaire, on commence à découvrir ce qui se passe à l'intérieur des forces. Alors voilà l'appel que je lance et sur ce, je vais clore cette partie. Je vous demande de vous joindre à moi pour remercier Dr. Davis, Dr. Tomford et Dr. McKenzie. Alors, Stéphanie, moi, j'allais justement parler de l'excellent travail que vous et Irène, vous faites avec le RCDS en réunissant ces chercheurs pour les chercheurs à l'extérieur du gouvernement de faire de la recherche au sein des forces canadiennes. C'est très difficile de faire enquête, mais ils sont desservis par les personnes à l'intérieur du gouvernement et si on peut générer ces conversations, on pourra en apprendre plus. Et aussi, Megan a dit que sur l'épisode la plus récente du podcast de balado-diffusion, Megan et moi, on discutait et elle a dit que parce que le Parlement du Canada ne pense pas que c'est leur responsabilité de s'occuper de supervision et ne recueille pas des données comme le gouvernement américain le fait. Alors, on n'a peut-être pas toujours confiance sur les données recueillies par le gouvernement américain dans le domaine, mais au moins, parce qu'on peut le comparer avec le temps, on a une idée de ce qui se passe. Mais au Canada, il n'y a personne qui oblige quiconque de recueillir des données sur ces enjeux difficiles. Donc, j'aimerais remercier Stéphanie, Megan et Karen et Maren pour cette conversation. C'est un sujet très important. Le gouvernement est aux prises avec comment amener le changement culturel. Et c'est la même chose pour beaucoup d'organisations, beaucoup d'institutions académiques aussi cherchent à rendre leur culture plus inclusive. Et ce sont des leçons importantes pour nous tous. Donc, merci pour votre contribution aujourd'hui. Nous avons maintenant une pause d'un quart d'heure pour une collation. Et ensuite, on reviendra pour le dernier panel sur les opérations d'urgence provoquées par des événements naturels chez nous. Donc, on se retrouve dans un quart d'heure.